Déjà vendredi, des dizaines de milliers de Brésiliens avaient manifesté dans les rues de plusieurs grandes villes du pays et aujourd'hui encore, on l'a vu tout à l'heure. Avant d'en parler avec notre invité Stéphane Moncler, quelles sont les causes de cette mobilisation populaire, les raisons de la colère si on peut dire, les réponses avec ce reportage à Sao Paulo de notre correspondant Pierre Morel. Dimanche dernier au Brésil, la présidente Dilma Rousseff vient de s'adresser à son peuple en direct à la télévision. Des milliers de Brésiliens filment leurs réponses. Un panelasso, un concert de casseroles, accompagné des slogans « Dégage Dilma »,« Va-t'en Dilma ». Carlos est chauffeur de taxi dans les Jardins de São Paulo, un des quartiers riches de la mégalopole brésilienne. Des clients révoltés par la gouvernance du PT, le Parti des travailleurs. Il en compte chaque jour davantage. La vérité, c'est des augmentations du prix de l'essence, de l'eau et de l'électricité. Et ça, c'est ce que les gens me répètent tout le temps quand je parle avec eux dans le taxi. Dilma Rousseff nous a promis beaucoup de choses pour être réélue et elle ne fait rien. L'affaire Petrobras, symbole d'un gouvernement rongé par la corruption, n'a fait qu'attiser le feu de la colère. Mais l'essence même du mécontentement, c'est la hausse de l'inflation, 7,7% sur l'année écoulée. Amanda tient cette boutique de vêtements depuis 6 ans. L'année dernière, son chiffre d'affaires s'est effondré, moins 50%, et son effectif a été divisé par 2. Avant, il y avait moi, une gérante et 2 employés. On était 4, aujourd'hui on n'est plus que 2. Alors on vend moins, on produit moins, alors on achète moins. Tout ça, c'est un effet boule de neige. Sa vendeuse, Vanessa, vit dans la périphérie de São Paulo. 2 heures de trajet le matin, même chose le soir. Un salaire de 1300 réals par mois, 380 €, et une vie à soutenir le PT de Lula et Rousseff. Enfin, jusqu'à il y a peu. La santé, l'éducation, les transports. Les gens attendaient que le premier mandat de Dilma soit la continuation des 8 ans du gouvernement du président de Lula. Et ça ne s'est pas passé. Je pense que la majorité des gens qui votaient pour le président et qui aujourd'hui n'y croient plus, c'est à cause de ça. C'est essentiellement l'opposition qui est aujourd'hui dans la rue, la classe moyenne et l'élite brésilienne. Mais le cas de Vanessa n'est pas isolé. Depuis décembre dernier, l'image de la présidente s'est largement dégradée dans le nord du Brésil, une région pauvre, historiquement acquise au PT. Dans le Nord-Est, la présidente a perdu 24% d'opinion favorable, en passant de 53 à 29%. Pour ce segment de la population qui sont les premiers bénéficiaires des politiques sociales, quelconque augmentation de quelconque catégorie de produits, même des produits de base, cela a un impact important sur le budget familial. Sur les cendres encore fumantes de la fronde de juin 2013, la présidente Dilma Rousseff sait que les semaines à venir seront décisives. Et cette fois, c'est une part bien plus grande de la population qu'il faudra convaincre au plus vite. L'invité du Grand Angle, Stéphane Moncler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne, à Paris, et aussi à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous êtes sans doute un des meilleurs spécialistes de l'Amérique du Sud en France et du Brésil en particulier. Alors, on l'a vu dans ce reportage tourné au Brésil, la cote de popularité de Dilma Rousseff est en chute libre. Contre elle, il y a l'opposition conservatrice, ce qui est assez logique, mais il y a aussi un certain nombre de ses partisans qui sont des déçus en fait du PT, du Parti des travailleurs. Oui, alors, les déçus du Parti des travailleurs, ce sont des gens qui espéraient que ce parti soit fidèle à ses engagements d'autrefois. C'est un parti qui s'est déradicalisé. Ouais. Il était de gauche socialiste à sa fondation au début des années 80. Et puis petit à petit, il a mis, on va dire, de l'eau dans son vin. On est passé du rouge au rose et maintenant on est quasiment au blanc. Alors, il y a quand même des politiques sociales très importantes pour réduire les inégalités, mais la macroéconomie est d'inspiration néolibérale. Et il y a des choix qui sont faits qui sont discutables. Car dans ce pays compliqué, ce que tente de faire Dilma Rousseff, c'est ce que faisait avec succès le président Lula, mais il avait pour lui un environnement économique favorable, c'est de à la fois ne pas contrarier les riches et de
continuer à faire qu'ils s'enrichissent et en même temps de sortir les pauvres de la pauvreté. Et ça ne marche plus. Ouais, parce que ça, Dilma Rousseff, en fait, elle fait la même politique que Lula, mais l'environnement économique a changé. L'environnement a changé et elle communique beaucoup moins bien. Ouais. Elle a le même conseiller en communication que Lula, mais elle n'a pas le charisme de Lula, elle n'a pas le sens des mots capable de rassurer et surtout, elle est beaucoup moins pragmatique que lui. Elle est assez cassante de tempérament et ça se ressent dans toute son équipe gouvernementale. Une bonne gouvernance, c'est aussi être capable de savoir écouter, de savoir pondérer ses décisions. Alors dans les manifestants aujourd'hui au Brésil, il y a des gens beaucoup plus radicaux qui demandent, je l'ai lu, l'intervention de l'armée, qui en appellent pratiquement à l'armée. On n'en est pas là quand même. Bon, ça c'est la minorité de la minorité. Alors l'opposition aujourd'hui est dans la rue. Les manifestations qui ont lieu en ce dimanche sont plus nombreuses que celles qui ont eu lieu il y a 48 heures, qui étaient en faveur de Petrobras et un peu en faveur de Dilma Rousseff. Alors c'est une des manifestations de gens qui sont un peu plus qu'irrités par tout un ensemble de choses qui vont mal, à commencer par la corruption. C'est pas nouveau, mais là, on a un cas... Justement, on va parler de cette corruption. Donc le scandale Petrobras, c'est cette grande compagnie pétrolière qui aurait arrosé pendant des années des dizaines de parlementaires, des sénateurs, des députés. On parle d'une cinquantaine de noms qui sont là soumis à enquête. On parle de 4 milliards de dollars, c'est les chiffres qui sont sortis en 10 ans, ce qui est quand même énorme de corruption, de pots de vin. Est-ce que c'est un scandale qui menace directement Dilma Rousseff ? Elle la menace, ce scandale la menace indirectement. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas Petrobras qui a arrosé les hommes politiques. C'est les hommes politiques qui se font arroser. Comment ça se passait, ce scandale ? Très rapidement. C'est pratiquement pareil. Pas tout à fait. C'est un cartel d'entente des grandes entreprises du BTP qui s'arrangent entre elles pour obtenir la totalité des marchés publics de la société Petrobras, qui est la 10e entreprise au monde d'après le magazine Forbes. Donc les marchés publics, c'est colossaux du point de vue financier de ce que ça représente. Alors elles s'arrangent entre elles, elles disent bon, alors celui-là, cette raffinerie, ce port, cette plateforme, c'est toi qui l'as construit. Pour avoir le marché, nous on va proposer un prix plus haut. Ouais. Mais toi, tu vas proposer un prix quand même plus haut que ce que ça va réellement coûter. À qui va la différence ? Aux hommes politiques. Car en fait, ces entreprises du BTP agissent ainsi, non seulement pour gagner un peu plus, mais surtout pour satisfaire, et depuis très longtemps, tout un ensemble d'élus. Et les sommes sont faramineuses. Ouais. Ça existait déjà, sauf que ce coup-ci, Petrobras, c'est pas n'importe quelle entreprise publique. C'est une entreprise qui a été créée en 1953, qui incarne, aux yeux des Brésiliens, la souveraineté économique. Ouais, c'est leur identité économique. Et de voir, c'est un peu comme si la Sécu en France était comme ça, devait arroser le personnel politique français. Et elle est impliquée directement, elle pourrait avoir été elle-même corrompue. Alors, on n'a pas de preuve de ça, et puis elle ne semble pas avoir le profil d'aimer les enrichissements personnels. En revanche, c'est assez improbable, c'est même très improbable, vu l'importance des fonds, et puisque c'est une entreprise publique et pas n'importe laquelle, qu'elle n'ait pas été au courant. Alors, a-t-elle agi pour étouffer l'affaire ? A-t-elle essayé de couvrir certains détournements ? Si on a la preuve de ça, alors là, oui, elle va avoir de gros ennuis sur le plan judiciaire. Certains même réclament sa destitution, son impeachment, comme aux États-Unis. Alors ça, c'est à la fois trop tôt et trop tard. C'est trop tôt parce qu'il manque un peu les preuves juridiques. Et puis c'est trop tard parce que l'élection présidentielle, elle s'est passée en octobre 2014. Donc c'est très récent. Votre reportage dit très bien qu'elle a déjà perdu une partie de ses soutiens. Cette affaire n'est pas finie. On va voir ce qui va se passer au fil des mois. Mais la présidente et son gouvernement sont dans une position inconfortable. Et au-delà de la corruption, la survie du groupe Petrobras est d'ailleurs en jeu. Oui, enfin là, il y a un peu d'intox de la part du gouvernement qui dit « Regardez ce qui se passe, il faut venir à l'aide de cette entreprise nationale qui est l'orgueil du Brésil ». On ne met pas à bas une entreprise aussi puissante que Petrobras en quelques semaines, ni même lorsque son action, comme c'est le cas actuellement, a chuté à la bourse. Par contre, c'est vrai que Petrobras va avoir plus de mal à financer ces gigantesques projets en eau profonde. Je rappelle que Petrobras, c'est pour l'exploitation du pétrole en eau profonde, associé à de grandes entreprises internationales, de grandes multinationales, dont Total. Alors, Stéphane Moncler, la démocratie brésilienne est relativement jeune. Le retour de démocratie, c'est 85. Exactement, le 15 mars 1985, donc il y a exactement 3 mois. Est-ce que 30 ans, est-ce que la démocratie brésilienne aujourd'hui, vous diriez, est en danger ou c'est exagéré ? Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelques
petit groupe d'excités, on va dire, de gens assez irresponsables qui demandent un retour des militaires au pouvoir, que c'est le sentiment de l'ensemble de l'opposition et encore moins celui de la population. Donc ces minorités sont agissantes, mais elles ne sont pas dangereuses. Ces manifestations d'aujourd'hui, même si c'est des manifestations contre le gouvernement en place, sont une bonne chose pour la démocratie. Ça montre qu'au fil des années Lula et Dilma Rousseff, lorsque le Brésil est devenu vraiment un des géants mondiaux sur le plan économique... C'est la 8e puissance mondiale aujourd'hui. Enfin, même 7e, ce qui est déjà pas mal. Eh bien, c'est développé une classe moyenne forte, qui s'est gonflée de dizaines de millions de pauvres qui sont sortis de la pauvreté et qui agit maintenant comme les classes moyennes du vieux continent européen. On l'évoquait dans le sujet, la crise économique brésilienne. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que le modèle économique brésilien est aujourd'hui cassé, en tout cas en difficulté? Alors, pour parler de modèle, il faudrait d'abord être copié, et le Brésil n'est pas si copié que ça. Il est dommage que lors des bonnes années sous le gouvernement Lula, le gouvernement n'ait pas procédé à une diminution des dépenses publiques qui sont vraiment considérables. Dire ça, c'est pas tenir un propos néolibéral. C'est que on pourrait faire la liste de toutes les dépenses peu productives, peu favorables à la société, du gaspillage. Et puis, maintenant qu'il n'y a plus de croissance, la croissance est atone, eh bien, le gouvernement a du mal à financer des projets d'infrastructure et même les politiques sociales. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les recettes classiques, c'est on augmente les impôts. Mais comme... C'est la classe moyenne qui l'a pu toucher. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve dans et puis, ce qu'il y a un peu de délitement de la majorité présidentielle au Congrès, le gouvernement Dilma Rousseff a du mal à faire passer ça. Il y a quelques jours, il était question d'un impôt sur la grande fortune, c'est abandonné. Il y a quelques jours, il était question d'augmenter le barème d'impôt sur les revenus. Eh bien, le barème va être revu à la hausse, mais pas tant que ça. Donc, ça prouve que ça va mal pour le gouvernement Dilma Rousseff.